Bonjour, Je te merci laisse te Fouad, bonjour à présenter. tous. Alors, je me présente, je m'appelle Cécile de Rouen, vous m'avez peut-être déjà vu passer sur LinkedIn. Je fais beaucoup d'infographies en droit du travail et j'ai aussi par ailleurs mon organisme de formation. Et là, je tiens sur cette photo un livre que j'ai fait qui reprend l'ensemble des infographies que j'ai fait en droit du travail. Donc, j'aime bien vulgariser le droit pour le rendre un peu plus accessible à tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas un bac+5 en droit. Voilà. OK, super, merci Cécile. Et avant de commencer, en fait, on se rend compte, Cécile, qu'il y a de plus en plus de changements. Enfin, j'ai l'impression que l'actualité est quand même assez dense côté droit social. Au niveau de Stafengo, donc on a fait un sondage qui met quand même en évidence la complexité qu'il y a en France au niveau du droit du travail. Et c'est là que je trouve que c'est hyper intéressant d'organiser des webinaires avec toi, parce que c'est vrai qu'il y a une complexité que tu arrives à vulgariser à travers tes infographies, mais également à travers d'autres canaux comme ces webinaires. Et on se rend compte que dans ce sondage, en fait, 65% des RH n'arrivent pas à se concentrer sur l'humain à cause de la complexité administrative. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant comme chiffre, qui reste très élevé depuis des années d'ailleurs. 86% d'entre eux déclarent devoir souvent revoir leur pratique RH face aux nouvelles jurisprudences. Donc c'est vrai que c'est important pour nous RH de pouvoir nous mettre à jour face à toutes ces modifications. Et le dernier indicateur qui est aussi assez surprenant en termes de pourcentage, c'est qu'il y a quand même 76% qui ont déjà envisagé de quitter la fonction RH à cause de la pression réglementaire. Donc, grosse actualité, complexité et encore une fois, merci à toi pour ces webinaires qu'on organise assez régulièrement pour pouvoir vulgariser un petit peu tout ça. Avec plaisir. Et c'est vrai que les sujets qu'on voit le plus, justement, Cécile, c'est les arrêts maladie, les congés, tu vois, les deux sont dans le top 3 et les heures supplémentaires, c'est vrai que c'est Mm. un des autres sujets qui nécessite aussi beaucoup de veille. Alors, ne fonctionne pas chez moi. Certains ont des problèmes. Anne Batarel. Est-ce que tous les autres, tout est bon de votre côté? J'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Ah, ça devrait aller. Je pense que c'est que chez Anne. Donc, on va pouvoir continuer. Mais n'hésitez pas dans le chat si vous avez des difficultés. Un petit mot concernant Stafengo pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Stafengo. Donc, c'est un logiciel RH qui, justement, a aussi pour but de venir simplifier la gestion administrative du personnel, mais également, justement, de répondre aux obligations légales. Plus de 18 000 entreprises qui utilisent notre solution. C'est plus de 1000 entreprises tous les mois depuis le début de l'année. C'est quand même assez impressionnant et on est vraiment honoré de la confiance qu'on nous accorde. Et les trois principaux facteurs qui font qu'on a une croissance aussi forte, c'est vraiment l'accessibilité du logiciel d'un point de vue financier, puisqu'on a plusieurs modules et qu'on a une dégressivité du tarif en fonction de la taille du client. Le deuxième, Cécile, ça va être surtout justement l'intégration avec la paye. On insiste beaucoup sur le fait que Stafengo est là pour apporter également de la productivité, mais également de la conformité, de la fiabilité en paye. Et le troisième, ça va être surtout l'accompagnement, où là, on a effectivement la meilleure note SIRH en France sur Trustpilot avec 4,9 sur 5, et c'est surtout dû à la qualité de l'accompagnement. Je te donne la parole. On est parti sur la première partie, c'est sur les congés payés et les arrêts maladie. Alors, vous aviez peut-être en tête cette jurisprudence qui est arrivée en 2023, qui a été suivie d'une modification du Code du travail. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, on va reprendre les différentes étapes assez rapidement, mais pour que vous puissiez comprendre. Avant 2023, ce qui se passait, c'est que notre Code du travail, il prévoyait que quand le salarié était en arrêt maladie, puisqu'il ne travaillait pas, il n'avait pas le droit à des congés payés. C'était aussi simple que ça. Résultat des courses, vous, en entreprise, vous appliquez le droit du travail et vous aviez prévu qu'il n'y avait pas d'application de congés payés pendant ces périodes-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un revirement de la jurisprudence du coup en septembre 2023, où là, la Cour de cassation nous a dit ah désormais, il va falloir donner des congés payés aux salariés qui sont malades. Revirement qui a beaucoup secoué les employeurs, puisque tous avaient fait ce qui était prévu par le code, c'est-à-dire qu'ils avaient appliqué la règle disant qu'il n'y avait pas besoin de donner des congés payés. Et c'est pour ça qu'on a eu assez rapidement, alors pour vous, ça vous a peut-être paru long sur le coup, mais ça arrivait assez vite. On a eu une réforme qui est intervenue en avril 2024. Avril 2024, c'était il y a 2 ans, donc là on va fêter les 2 ans de la réforme, et c'est pour ça qu'on va se parler aujourd'hui de ce sujet, c'est qu'il y a pas mal de choses,
un certain sujet surtout, qui va prendre fin là très bientôt et on va s'en parler là dans les prochaines slides. Donc la réforme, elle nous dit maintenant tout simplement qu'on va acquérir des congés payés pendant la maladie. On va faire un focus sur chacun des 2 étapes pour que vous puissiez bien comprendre. Du coup, la première étape alors merci. La première étape, c'était cette, jurisprudence du 13 septembre 2023. Tout le monde en a entendu parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sous l'influence du droit de l'Union européenne, la Cour nous a dit, bah, désormais, même en arrêt maladie, un salarié, il va continuer d'acquérir des congés payés. Donc ça, c'est nouveau. En tout cas, pour les arrêts maladie d'origine non professionnelle, c'est nouveau. Pour les arrêts maladie qui étaient liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, vous le faisiez déjà, mais uniquement pour une année. Après la première année d'absence, on arrêtait ce décompte-là. Donc, ils étaient dans la même situation que les salariés en arrêt maladie non pro. Et avec la réforme, bah, le Code du travail, il a été modifié sur plusieurs points pour être conforme à cette jurisprudence, mais aussi pour être conforme au droit européen, puisque c'est finalement sous la pression du droit européen que la jurisprudence a changé et a opéré ce revirement, et que ensuite le Code du travail a également été modifié. Donc, qu'est-ce qui a été modifié? Il y a trois vraiment choses importantes qui ont été modifiées. Premièrement, maintenant, on va pouvoir acquérir des CP pendant la maladie. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point important, il y a une nouvelle obligation d'information qui va être mise à la charge de l'employeur. Donc ça, on vous en reparlera après aussi. Et dernier point, il y a un nouveau délai de report de 15 mois qui va exister, qui va être mis en place en cas d'impossibilité de prise des CP. Alors ça peut vous paraître bizarre parce que vous aviez peut-être déjà vu qu'il y avait des reports avant cette date-là. Mais dites-vous une chose, c'est que les reports qui existaient avant la réforme d'avril 2024, c'était des reports qui étaient prévus par vos conventions collectives ou par des textes ou des accords collectifs que vous aviez chez vous. Mais ce n'était pas prévu dans le Code du travail. Dans le Code, il n'y avait pas de période de report. Donc c'est quelque chose qui est nouveau et qu'on doit maintenant appliquer pour toutes les entreprises et pas seulement celles qui ont un accord collectif sur le sujet. Donc, si on continue sur la slide suivante, même en arrêt maladie, le salarié continue d'acquérir des congés payés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu peux passer à la slide d'après. Ça veut dire, je le rappelle, que pour un salarié qui va travailler pendant un mois, en principe, un salarié qui travaille un mois, il a le droit à 2,5 jours de congés payés. Ça, vous le savez, c'était la règle qui existait déjà avant, ça n'a pas été modifié. Ça veut dire qu'un mois de travail effectif vous donne 2,5, ce qui vous donne 5 semaines à la fin de l'année. Ça fait 30 jours ouvrables. Alors, si vous avez des jours ouvrés, ça revient au même au final. À la fin de l'année, vous aurez bien 5 semaines de congés payés. Simplement, au lieu de compter 6 jours par semaine, vous allez en compter 5. Je vous fais un petit schéma sur la slide suivante qui vous permet de bien comprendre. Quand on a 5 semaines complètes, les 5 semaines, vous voyez, elles permettent d'octroyer 5 fois 6 jours. Quand vous êtes en jour ouvré, vous octroyez 5 fois 5 jours. C'est le même décompte, sauf que le décompte en jour ouvré est plus simple dans les entreprises qui travaillent du lundi au vendredi et qui ne veulent pas se prendre la tête avec le décompte en jour ouvrable et notamment la question du samedi parce que ça pose beaucoup de questions. Si on poursuit maintenant avec ce qui s'est passé avant le revirement, comme je vous le disais, avant le revirement, il n'y avait pas d'acquisition de congés payés pendant l'arrêt maladie d'origine non professionnelle. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de congés payés. Par contre, le salarié est en AT-MP, en accident du travail ou en maladie professionnelle, il a le droit à ces 5 semaines de congés payés, mais uniquement sur la première année. Passé une absence qui va durer plus d'un an, il n'aura plus du coup la possibilité d'avoir des congés payés, donc on retombe à zéro, là on le voit bien. Et ça, ce que la Cour de cassation nous a dit en septembre 2023, c'est que ce n'est pas conforme. Donc, on ne va pas pouvoir continuer à garder des règles comme ça en droit interne. C'est pour ça qu'on a eu cette réforme, vous voyez, qui est intervenue dans le Code du travail. Donc, on va faire le point maintenant sur la réforme avec les 3 points que j'évoquais. Si on regarde de manière plus globale, il y a un peu plus que ces 3 points. En fait, la liste, si vous voulez la prendre de manière complète, je vous l'ai fait aussi sur la slide suivante. Vous verrez qu'il y a pas mal de sujets qui sont traités. Il y a l'acquisition de 2 jours de CP pour 1 mois d'arrêt maladie. Il y a cette possibilité d'acquérir des congés payés, y compris en cas d'AT-MP, au-delà de la durée d'un an. Donc, la durée d'un an va sauter.
Cette obligation d'information, le report, une règle de calcul sur l'indemnité de congé payé qui va permettre de tenir compte des absences du salarié. Et surtout, cette réforme, elle nous dit aussi, et ça, c'est pas neutre, que la réforme sera rétroactive à partir du 1er décembre 2009. Alors vous pourriez vous dire, c'est très défavorable aux employeurs. La réponse est pas tant que ça. En fait, si on a fait une réforme rétroactive en 2024, c'était au contraire pour sauver les employeurs qui se sont retrouvés un petit peu en difficulté quand le revirement de la Cour de cassation a été publié, divulgué et que tout le monde était au courant, y compris les salariés, parce qu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir donner à ces salariés 5 semaines de congés payés à chaque fois qu'il y a eu des arrêts maladie. Je vous fais le schéma simple, l'entreprise qui a plusieurs salariés, un ou plusieurs salariés, avec des salariés qui ont été absents pour un arrêt maladie, mais qui n'a rien à voir avec l'entreprise pendant 4 ans, 5 ans. L'entreprise n'a jamais rompu le contrat de travail, elle a gardé le salarié dans les effectifs en se disant: «Bon, bah, je ne vais pas le licencier, j'ai pas de motif, donc j'attendrai qu'il revienne dans l'entreprise». Donc elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a également, considéré que le salarié ne travaillant pas, chaque année, elle ne lui donnera rien. Et ce qui s'est passé, c'est que, du coup, du jour au lendemain, bah, la Cour de cassation est venue dire: «Bah, pour ce salarié qui a été absent pendant 5 années, pardon, vous allez devoir redonner des congés payés pour chaque année d'absence, sans aucune limite». Ça veut dire que 5 années d'absence, c'était 5 années multipliées par 5 semaines de congés payés. Vous voyez les enjeux énormes que les entreprises, du coup, devaient gérer en interne alors qu'elles n'ont fait que ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire appliquer le code du travail. Donc pour éviter que les entreprises finissent par mettre la clé sous la porte parce qu'elles ont eu des salariés absents et que ces salariés absents se mettent à leur demander 5 semaines de congés payés pour toutes les années d'absence, ce qui n'était pas de leur fait, hein, une fois de plus, je le rappelle, eh bien, la réforme qui est intervenue va permettre de limiter la casse. Alors comment on limite la casse? Je vais vous montrer sur le schéma suivant comment ça va fonctionner en fait. Avant, je vous l'avais dit, pas de congés payés si je suis en arrêt maladie ou si je suis en AT-MP après 1 an. La réforme vient limiter l'acquisition des congés payés à 2 jours. Là où la Cour de cassation dit que pour une année d'absence, le salarié devait avoir 5 semaines, ce qui correspond à 2,5 jours ouvrables, le Code du travail va dire: «OK, OK, les salariés en arrêt maladie vont avoir le droit, du coup, d'avoir, des congés payés, mais seulement dans la limite de 4 semaines». Cette limite de 4 semaines, elle sort d'où? Elle sort tout simplement, du droit européen. Le droit européen, il considère que pour avoir un droit complet, à congés payés, les États membres, donc y compris la France, doivent au minimum accorder à leurs salariés 4 semaines de congés annuels. Nous, on en donne 1 semaine de plus, on est plus favorable. C'est pour ça que là, vous voyez, on a eu la pression pour mettre à jour nos règles dans le code du travail pour dire que les salariés en congés payés avaient le droit à, du coup nos salariés en arrêt maladie avaient le droit à des congés payés. On s'est dit: «OK, on va le faire. Par contre, on ne va pas leur donner 5 semaines pour une année d'absence, on va leur donner simplement 4 semaines», ce qui correspond au droit européen. Alors, on l'a fait pour les salariés qui sont en arrêt maladie d'origine non professionnelle, mais on ne l'a pas fait pour les salariés qui sont en AT-MP parce que là, on peut voir le lien avec l'activité professionnelle et on peut comprendre pourquoi on va avoir besoin, pour ce salarié de garder un droit qui sera intact. Mais vous voyez, en fait, en rendant du coup cette réforme rétroactive, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à tous les salariés là qui étaient absents pendant 5 ans, je vais leur dire: «Bon, bah, toi, tu étais en arrêt maladie d'origine, non professionnelle, donc non, tu peux pas me réclamer 5 semaines, tu peux m'en réclamer 4. 4, je suis OK, mais pas 5». Donc déjà, ils gagnent 1 semaine par année d'absence. Mais c'est pas le seul point qui va sauver les employeurs. Le point le plus important, c'est le report. Parce que ce qui pose problème, même si on retire 1 semaine sur chaque année, c'est pas ça qui va sauver la boîte. Si jamais vous voyez que j'ai une absence de 5 années pour mon salarié, bon, 1 semaine en moins, OK, ça va me soulager, mais ça reste un risque qui est, très fort dans mon entreprise, un enjeu financier très important. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a le délai de report qui va permettre de finalement d'effacer un petit peu l'ardoise que le salarié va avoir en congé payé pour qu'il ne garde pas, qu'il ne cumule pas chaque année autant de congés, 4 semaines, plus 4 semaines, plus 4 semaines et il revient 10 ans après et vous voyez, il a autant de semaines de congés payés qu'il y a eu d'années d'absence. Ce serait pas logique.
L'idée, c'est pas de créer plus de droits pécuniaires pour le salarié. L'idée, c'est juste de permettre aux salariés qui reviendraient d'un arrêt maladie de pouvoir prendre des congés sur la première année. C'est pas de repartir de l'entreprise avec 40 semaines de congés payés à se faire payer. C'est pas du tout l'idée. Donc, il y a eu un autre changement qui va permettre d'éviter ce point-là. Donc, aujourd'hui, si on fait le point, on se retrouve avec 3 compteurs. Donc, si je vous les schématise, les 3 compteurs, vous en avez un sur le travail effectif. Ce sera sur ma slide. Merci. Un sur le travail effectif, 2,5 jours ouvrables. Je travaille un mois, j'ai 2,5 jours. Il y en avait un qu'on connaissait bien qui était si je ne travaille pas, j'ai 0 jours, puisque je ne travaille pas. Exemple, vous êtes en congé sans solde, vous ne travaillez pas, du coup, vous n'avez pas de congé payé. Et puis maintenant, vous allez avoir le temps de travail effectif assimilé. Pour certains droits, c'est le même qu'en temps de travail effectif. Je vous donne un exemple. Vous êtes en congé maternité, vous êtes en congé paternité, vous avez le droit à 2,5 jours ouvrables de CP chaque mois parce qu'il y a une assimilation de cette absence à du temps de travail effectif. Donc, on applique exactement la même règle. Mais pour la maladie, j'ai un nouveau compteur qui est créé, qui n'est pas à 2,5, mais qui est à 2. Donc ça, c'est déjà la première petite usine à gaz qu'on a créée avec cette réforme, c'est qu'on vous fait gérer un compteur à 2,5, un compteur à 0, mais aussi un compteur à 2 qui n'existait pas jusqu'à présent. Et ce compteur à 2, vous l'aurez uniquement pour la maladie. Il n'y a pas d'autre situation où vous allez devoir accorder simplement 2 jours ouvrables de congés payés par mois. C'est que en cas d'arrêt maladie d'origine non professionnelle. Si c'est d'origine professionnelle, on est à 2,5. D'origine non professionnelle, on est à 2. Donc, il va falloir vérifier quand vous avez un salarié qui a été absent une partie de l'année, vous allez devoir vérifier combien de temps il a travaillé, puis pour chaque mois de travail, vous lui donnez 2,5. Combien de temps il n'a pas travaillé et il n'y a pas eu d'assimilation, par exemple, s'il a pris, je ne sais pas, un congé sans solde de 3 mois, vous allez neutraliser cette période-là. Et vous allez avoir, pour les périodes d'arrêt maladie pur, d'arrêt maladie d'origine non professionnelle, vous aurez là la possibilité d'accorder 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence, avec les fameuses règles d'équivalence que je ne rappellerai pas ici, mais pour vous donner une idée, un mois de travail effectif, c'est 4 semaines. Donc un mois d'arrêt maladie qui va générer 2 jours, c'est 4 semaines aussi. Donc voilà ce qu'a fait la réforme en droit sur les congés payés. Si on continue maintenant avec cette nouvelle obligation d'information. La nouvelle obligation d'information, ce qui va changer, alors ce n'est pas l'information qui est faite 2 mois avant la période de prise des congés, ce n'est pas une information qui va toucher sur votre obligation de dire aux salariés, dans un mois minimum, je dois t'informer de tes dates de départ de congé. Non, c'est encore une nouvelle obligation d'information qui n'existait pas jusqu'à présent, où on va devoir dire au salarié, si jamais il revient d'un arrêt maladie, quel est son droit à congé payé. Donc, si on va un petit peu plus loin sur cette information, concrètement, elle va concerner quoi? Elle va concerner tous les arrêts maladie, quelle que soit la durée, ça peut être 1 jour, 2 jours, et quelle que soit l'origine professionnelle ou non professionnelle. Et cette information, elle va devoir se faire dans le délai d'1 mois à compter de la reprise. Et là, il va falloir que vous soyez hyper vigilant sur ce délai, parce que si vous ne réalisez pas cette information, vous constaterez que votre report de 15 mois, quand il y a un report qui est applicable, ne sera pas applicable, parce qu'il n'aura pas eu de point de départ. Son point de départ, au délai de 15 mois, ça va être à partir de cette information. Donc cette information devient très importante dans vos entreprises. Si vous n'avez pas fait le nécessaire pour qu'il y ait une information qui soit réalisée à chaque fois que vous avez des salariés qui reviennent d'un arrêt maladie, là, penchez-vous sur le sujet parce que les enjeux sont importants. Alors, les enjeux sont importants quand vous avez des arrêts maladie qui vont générer du report. Si vous avez un salarié qui est en arrêt maladie pendant une semaine d'arrêt, déjà, on sait que ça ne va pas toucher aux droits des congés payés sur l'ensemble de l'année. Un salarié qui travaille 51 semaines, au lieu de 52, il aura ses 5 semaines. Donc, ce n'est pas ça qui va générer des congés payés supplémentaires. Mais il faut quand même réaliser cette information, même si derrière, il n'y aura pas d'impact. Si vous absentez une semaine au mois de février, ça ne vous empêchera pas de prendre vos congés. Et pour autant, cette information est obligatoire. Du coup, comment faire cette information?
Par exemple via le bulletin de paie. Comme ça, quand il n'y a pas trop d'enjeux, vous avez communiqué à votre salarié le nombre de jours de congé qu'il a acquis sur la période précédente et la date limite pour prendre ses congés. Alors faites attention sur vos bulletins, souvent on avait le nombre de congés qui figurait bien sur les bulletins, ça il n'y avait pas de problème, pas tous, parce que c'est pas une mention obligatoire. Mais on avait déjà cette mention sur la majorité des bulletins. Par contre, il n'y avait jamais de date limite qui était indiquée sur les bulletins. À chaque fois, il y a du N, du N-1. Un salarié, il ne comprend pas ce qu'il y a derrière N, N-1. Donc si vous voulez vous servir de votre bulletin de paie pour faire cette information, premier recours, c'est de mettre à l'intérieur de votre bulletin une date, pas simplement du coup cette mention sur N, N+1. Et cette obligation d'information, en fait, elle va être vraiment très importante quand votre salarié, il aura eu une absence qui est importante. Genre, il s'est absenté 3 mois à la fin de la période de prise des congés payés et du coup, il y a 2 semaines de congés payés, il n'a pas pu les prendre. Là, il y a un report qui va se générer. Si vous êtes absent, je ne sais pas, entre le mois de mai et le mois de juillet, eh bien, peut-être que vous n'avez pas pu terminer de prendre plutôt au mois d'avril, mois de juillet, vous n'avez pas terminé de prendre l'ensemble de vos congés payés qui étaient acquis sur la période antérieure et vous allez avoir un report d'une semaine, de 2 semaines à prendre sur les 15 prochains mois. Et c'est là où on a ce nouveau délai qui va venir. Comment ça fonctionne les congés? Quand vous commencez un travail, vous avez une première période qui va se lancer, qu'on va appeler la période d'acquisition. Donc pendant 1 an, je travaille, pendant 1 an, je mets dans mon compteur des congés payés. Je peux y toucher si je veux, j'ai le droit de les prendre au fil de l'eau, mais c'est pas très intéressant parce que si je les prends au fil de l'eau, je pourrais jamais poser 4 semaines d'un coup. Donc ce que je fais, c'est que la première année, je cumule, je cumule. Ensuite, va s'ouvrir ce qu'on appelle la période de consommation ou la période de prise des CP. Donc les congés payés que j'ai acquis l'année d'avant, ça peut être 2 années à cheval ou ça peut être une année civile, ça dépend de votre entreprise et de votre accord collectif, peu importe. Eh bien, je vais pouvoir prendre tous les congés que j'ai acquis et les poser sur cette période de consommation. Et en fait, le report, il intervient quand? Il intervient au moment où je me rends compte qu'en fin de période de consommation, je n'ai pas pu prendre tous mes congés payés. Là, il y a un report. Parce que normalement, en théorie, ils sont perdus en fait. Si je n'ai pas pu les prendre, j'aurais dû les prendre sur cette période de consommation, donc je ne devrais pas les garder l'année d'après. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les compteurs à zéro, mais ça, c'est un autre sujet. Et en cas de maladie, maintenant, le Code du travail vous dit expressément que si le salarié a eu un arrêt maladie ou s'il a eu un accident, vous allez devoir reporter ses congés payés pendant une période de 15 mois à compter de l'information du salarié. Vous voyez l'importance de l'information du salarié? Si vous n'informez jamais votre salarié du fait qu'il a 15 mois pour prendre ses congés, le salarié a toujours ses droits qui existent, mais qu'il n'a jamais pris, et il pourra les réclamer même 5 ans, 6 ans après, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez jamais fait cette information, il pourra toujours vous réclamer des congés. Et il y a un autre délai, mais on ne va pas rentrer dans le détail de ce délai-là, qui a permis quand même de sauver les entreprises. C'est un délai de 15 mois, mais qui ne va pas compter à partir de l'information, il ne va pas partir vous n'aurez pas besoin d'informer le salarié dans cette hypothèse. C'est dans un cas particulier, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Si vous avez un salarié qui n'a pas mis un seul pied dans l'entreprise pendant toute la période d'acquisition, ça veut dire qu'il a été en arrêt maladie pendant au moins 1 an, voire plus. Mais vraiment toute la période d'acquisition, vous la prenez chez vous. Alors ça dépend, ça peut être du 1er juin jusqu'à fin mai, ou ça peut être votre année civile, ça dépend des entreprises. Si votre salarié, sur toute cette période, vous constatez qu'il n'a pas mis un pied dans l'entreprise, il a été absent toute l'année, vous savez que grâce à cette nouvelle règle, il devrait avoir alors soit 4 semaines, soit 5 semaines de congés payés pour cette année. Ça dépend de l'origine de l'arrêt. Eh bien, ces 5 semaines ou ces 4 semaines, les salariés vont devoir les prendre dans un délai théorique, parce qu'il n'est pas là, de 15 mois à compter de la fin de la période d'acquisition. C'est bizarre ce que je dis, je sais, mais c'est le code qui est comme ça. En fait, la période d'acquisition se termine et en même temps que la période théorique de consommation, vous avez un délai de 15 mois qui va commencer à courir. Et au bout de 15 mois, si le salarié ne revient pas dans l'entreprise, par exemple, eh bien, au bout de 15 mois, les droits sont perdus. Donc, les 4 semaines qu'il a acquis en 2025-2026, s'il ne revient pas en août de l'année 2026, il n'aura pas ses congés payés. Il les aura perdus. Et ça, c'est ce qui a permis de sauver les employeurs. C'est ce qui permet, comme je vous le disais, de mettre à zéro certaines ardoises.
Il faut envisager chaque période de référence comme une période différente qui va générer un droit qui va s'épuiser à une date différente. Donc, période d'acquisition, suivi d'une période de 15 mois si jamais le salarié n'est pas revenu. À la fin, je mets à zéro. Et en mettant à zéro les droits, vous voyez qu'un salarié qui serait absent pendant 5 années en continu, en fait, je ne vais pas lui donner 5 années fois 5 semaines. Voilà comment la réforme a sauvé les entreprises. Et la réforme, elle a prévu un autre point, et c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui de cette date d'avril 2026, elle a prévu une période particulière de forclusion. Alors, si je vous le montre sur un schéma, vous allez mieux comprendre. Pour les salariés qui sont en poste, le délai pour agir, il était de 2 ans à compter du coup de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La réforme est entrée en vigueur en avril 2024. Les salariés ont jusqu'au 23 avril 2026 pour ceux qui sont encore du coup dans les effectifs et qui veulent agir contre leur employeur actuel. Eh bien, c'est jusqu'au 23 avril 2026 qu'ils pourront saisir un juge. Après, c'est fini. Ils ne pourront plus réclamer de droits pour les congés payés qu'ils auraient dû avoir au titre de période d'absence pendant du coup leur contrat de travail. C'est pas le même délai que pour les salariés qui quittent l'entreprise. Si un salarié quitte l'entreprise, il a 3 ans pour agir. Donc là, ça dépendra de la date de rupture du contrat de travail du salarié. Vous prenez sa date de rupture, vous ajoutez 3 ans et au bout de 3 ans, eh bien, vous savez que vous êtes tranquille, il ne pourra plus vous réclamer des droits à congés payés au titre du contrat de travail qu'il avait chez vous. Donc là, c'est un délai qui est classique. Mais le délai de 2 ans, c'est un délai qui est particulier, qui était prévu par la réforme. Et c'est pour ça qu'on vous dit, là, les salariés, ils n'ont que jusqu'au 23 avril, donc c'est dans quelques jours, pour présenter des demandes devant un juge. Alors, je le rappelle, en plus, maintenant, pour saisir un juge, ça coûte 50 euros. Donc, il faut être sûr de savoir si on a intérêt à aller devant un juge. Et passer ce délai, eh bien, si vous avez encore des salariés en poste qui ont eu, par exemple, 10 années, 5 années ou quelques mois d'absence maladie qui n'ont pas généré de congés payés, ces salariés ne pourront plus rien vous réclamer après cette date du 23 avril 2026. Ce qui ne vous empêchera pas, si un jour vous découvrez que vous n'avez pas fait le nécessaire, qu'il est passé entre les mailles du filet et que vous voulez régulariser, bien entendu, rien ne vous empêchera de régulariser de manière volontaire si vous voulez que ça se passe bien avec votre salarié. Ce n'est pas le sujet. C'est plutôt les actions contentieuses qui vont vraiment être fermées, complètement fermées. Ça, c'était la première date, très importante. Et vous voyez, c'est là où il faut se dire, en fait, est-ce que vous êtes capable d'anticiper cette règle-là, faire cette information, prendre en compte les règles d'attribution et gérer la communication. Alors là, je vais peut-être laisser la parole à Fouad pour nous dire, lui, comment il a fait pour intégrer tous ces points qu'on a travaillé ensemble pendant déjà plusieurs mois, plusieurs années dans l'outil. Désolé, mon micro était coupé. Et effectivement, en termes de communication, c'est vrai qu'il y a plusieurs leviers qu'on peut utiliser à travers Staffingo. Donc, on a un outil de communication qui lui-même est intégré dans la plateforme qui permet de diffuser des éléments aux collaborateurs et collecter un accusé de réception en valeur probante. Comme ça, on sécurise vraiment cet aspect-là. On est également en train de travailler sur le module de congé en tant que tel pour justement pouvoir rajouter des mentions qui va permettre à l'entreprise d'indiquer les mentions nécessaires. Et ce qui est important aussi, c'est surtout au niveau maintenant du calcul des compteurs. C'est vrai que là, il y a une complexité que tu as expliqué tout à l'heure, Cécile. Cette complexité, nous, on a préféré faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire laisser le logiciel de paye gérer ce calcul du compteur. Et ensuite, nous, on arrive effectivement avec les API, avec les différents connecteurs qu'on a avec ces logiciels de paye, on arrive à récupérer les données de façon à pouvoir retranscrire l'information aux collaborateurs. Et là, on est sûr qu'il n'y a pas d'écart entre ce que le collaborateur voit sur son application Staffingo et ce qu'il a sur son bulletin de paye. Et donc, ça va venir créer beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de fiabilité au niveau de ces données. Donc, voilà comment nous, on traite cet aspect-là dans Staffingo. Merci Fouad. Ouais, du coup, c'est vraiment important de mettre en place ces process et de les avoir. Quand ils sont mis en place tout seuls, il y a plus besoin de gérer. Donc, merci pour la parenthèse. On poursuit sur les sujets en lien avec les maintiens de salaire pendant la maladie, peut-être. Voilà, super.
Maintien de salaire pendant la maladie. Alors, je vais repartir de la base pour ceux qui font pas de la paye. Parce que ce que je vais dire, c'est évident hein, pour ceux qui font de la paye. Mais pour des personnes qui débarquent un petit peu dans les ressources humaines, c'est pas forcément évident. Quand on a un contrat de travail, l'idée, c'est que vous travaillez, le salarié travaille, et en contrepartie de ce travail, on lui donne une rémunération. Donc la rémunération, c'est vraiment la contrepartie d'un travail effectif. Vous êtes venu, vous avez travaillé, on vous paye pour ça. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous ne travaillez pas, puisqu'il n'y a pas de travail effectif, l'employeur, il est suspendu dans son obligation de verser du salaire, ce qui signifie qu'il n'est pas obligé de payer un salarié si ce salarié ne travaille pas. Alors je vais dire un truc bête, mais quand vous êtes en congé payé, regardez vos bulletins, vous êtes en congé payé, est-ce que vous travaillez? La réponse est non, puisque vous êtes en congé. Vous n'êtes pas payé au titre d'un travail effectif. Donc il y a une retenue sur salaire qui va se faire. Ce qui n'empêche pas, dans certaines situations, d'obtenir un mécanisme d'indemnisation qui va venir compenser votre perte de salaire. Il y a des compensations pour des pertes de salaire qui vont se faire à différents titres. Quand vous êtes en congé payé, vous avez le droit à une indemnité de congé payé parce que vous ne travaillez pas et qu'on vous a pris du salaire sur votre bulletin. Quand vous êtes, par exemple, sinon en congé sans solde, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire, mais il n'y a pas de mécanisme d'indemnisation. Vous voyez l'idée? Mais quand on ne travaille pas, il n'y a pas de salaire. Et en maladie, c'est pareil. Quand vous ne travaillez pas parce que vous êtes malade, vous n'êtes pas payé. Vous n'avez pas de salaire au titre d'un travail effectif parce que vous n'avez pas travaillé. Mais il y a différents mécanismes d'indemnisation qui vont venir jouer, qui vont venir vous permettre de ne pas être sans rien. Donc les salariés, ils ne sont pas sans rien quand ils sont en arrêt maladie. En fait, il y a plusieurs dispositifs d'indemnisation qui ne sont pas tenus par les mêmes personnes. Déjà, il y a un dispositif qui est prévu par la sécurité sociale. Alors, ça peut être la MSA ou la CPAM, ça dépend de votre entreprise. La Sécu, la sécurité sociale, va vous verser ce qu'on appelle des IJSS. Donc, le salarié est malade, il a le droit à des indemnités journalières de la sécurité sociale. Ces indemnités journalières, elles servent à quoi? Elles servent tout simplement à compenser la perte de salaire, puisque le salarié n'a pas travaillé et qu'il n'est pas payé. Il y a d'autres entreprises et c'est pour ça qu'on a du mal à voir et c'est pour ça que quand je dis, quand vous êtes en arrêt maladie, vous n'êtes pas payé et souvent on me dit: «Mais si, je suis payé quand je suis en arrêt maladie, j'ai mon salaire». Oui, tu perçois une indemnisation, mais tu n'es pas payé. Quand tu es en arrêt maladie, tu as une retenue parce que tu ne travailles pas. Tu vas peut-être percevoir des IJSS, peut-être même parfois tu vas avoir un maintien employeur dès le premier jour, ce qui est tout à fait possible. Mais sinon, tu vas avoir des IJSS et un maintien de salaire employeur qui est un mécanisme obligatoire qui va venir compléter les IJSS, mais qui n'est pas le versement d'un salaire en contrepartie d'un travail. C'est un maintien qui est prévu par un texte. Donc, pour ces maintiens, il faut un texte. Donc, vous pouvez avoir un maintien de salaire employeur total. Vous pouvez avoir aussi, à certains moments, des IJSS avec un maintien employeur qui va compléter les IJSS jusqu'à une partie de votre salaire, pas forcément 100%, ça peut être 90, 60, ça dépend. Et vous pouvez aussi avoir la situation où vous avez à la fois des IJSS, mais aussi un maintien via des indemnités journalières versées par un organisme de prévoyance. Alors là, l'organisme de prévoyance, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste qu'il prend la place de l'employeur. Quand l'employeur n'a pas envie de payer plus de 3 mois, il s'assure contre ce risque-là. Et puis, au lieu que ce soit lui qui vous paye tous les mois le complément employeur, c'est un autre organisme qui le fait. Mais au final, c'est bien une obligation qui pèse sur l'employeur à la base. Et vous voyez, en fonction de ces différents cas, vous allez effectivement avoir une indemnisation. Cette indemnisation, elle sera différente en fonction du type d'arrêt que vous allez avoir. Si vous êtes sur un arrêt lié à un AT-MP, on est mieux indemnisé qu'un salarié qui ne va être qu'en arrêt maladie classique. Donc si vous regardez, si on compare le versement des IJSS et du maintien de salaire, sur la slide suivante, vous verrez que vous aurez des IJSS dès le premier jour et un maintien employeur dès le premier jour si c'est un AT-MP. Par contre, le salarié n'aura pas les IJSS ou le maintien de salaire dès le premier jour si l'arrêt maladie n'a aucun lien avec l'activité professionnelle. Là, il va prendre ce qu'on appelle un délai de carence. Donc, pendant 3 jours, il n'y aura pas d'IJSS et pendant 7 jours, il n'y aura pas de maintien de salaire côté employeur. Si je vous permets de visualiser tout ça, cette fois par type d'arrêt, vous allez mieux comprendre. Si vous êtes sur un arrêt maladie d'origine non professionnelle,
Ce que je disais, c'est que du coup, à partir du moment où vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire. Donc pendant 3 jours, si on prend lundi, mardi, mercredi, vous êtes en délai de carence. Vous n'avez pas de salaire, il n'y a pas d'IJSS de verser et il n'y a pas de maintien de salaire employeur. Le salarié ne perçoit rien pendant ces 3 jours. Donc on lui retient et on ne va pas compléter sa rémunération. Ensuite, à partir du 4e jour, il va commencer à y avoir des IJSS versés par la Sécu qui correspondent à 50% du salaire journalier. Salaire journalier calculé par la Sécu, pas salaire net du salarié. Et c'est seulement à partir du 8e jour que le maintien de salaire employeur va venir compléter. Et le Code du travail ne prévoit un maintien qu'à hauteur de 90%. Donc, à partir du 8e jour, oui, on a l'impression qu'on perçoit son salaire, mais on ne perçoit pas exactement son salaire. C'est des IJSS plus un maintien de salaire employeur. Maintenant, si on poursuit avec l'hypothèse d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle, mais avec une convention collective qui vous couvre mieux, parce que les conventions collectives peuvent prévoir des règles beaucoup plus favorables que ce que je viens de dire. C'est pour ça que certains salariés ont l'impression qu'on est tout le temps payé, même quand on est en arrêt maladie. Eh bien, si vous prenez Syntec, pour un exemple de salarié en situation statut cadre, plus d'1 an d'ancienneté, remplit toutes les conditions de Syntec, eh bien là, Syntec va prévoir un versement, un maintien de salaire à partir du 1er jour. Ça veut dire que pendant les 3 premiers jours, le salarié n'aura toujours pas d'IJSS. La Sécu, elle ne va pas changer ses règles. Mais pendant les 3 premiers jours, la convention collective dit, vous, employeur, vous allez quand même verser le salaire à votre salarié pendant 3 jours pleins, même si derrière, vous n'avez pas d'IJSS. Et ensuite, dès lors que le salarié aura le droit des IJSS, vous verserez immédiatement un maintien de salaire au employeur, non pas à hauteur de 90, mais à hauteur de 100% pendant 3 mois. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on a des conventions collectives qui vont venir se mettre à la place des règles du Code du travail. En fait, dans cette situation, vous oubliez les règles sur le Code, vous prenez les règles plus favorables de l'accord collectif et vous l'appliquez. Donc là, c'est une convention de branche. Ça aurait pu être un accord d'entreprise, peu importe. Mais en tout cas, il faut vérifier dans votre secteur d'activité qu'est-ce qui s'applique pour pouvoir appliquer les règles éventuellement plus favorables. Et là, vous le voyez sur cet exemple-là, pour l'employeur, ça va coûter cher, du coup. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que le salarié partira en arrêt, alors le maintien sur les 3 premiers jours, il ne se fera pas pour tous les arrêts sur une même année. En général, on va limiter. Mais vous voyez que du coup, il y a 3 jours pleins qui sont totalement payés par l'employeur. Si on prend maintenant l'exemple de l'arrêt maladie d'origine professionnelle, du coup, la TMP, eh bien là, c'est complètement différent. Puisque le salarié est arrêté, mais que c'est en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, dès lors que le salarié va avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il va pouvoir bénéficier des IJSS dès le 1er jour et d'un maintien de salaire employeur également dès le 1er jour. Donc 0 délai de carence dans ces situations. Il y a un maintien qui va se faire intégralement, à 90%, assez rapidement. Une fois de plus, vous pourriez avoir des conventions collectives beaucoup plus favorables. Et sur ce sujet-là, la Cour de cassation vient de rendre il n'y a pas longtemps un arrêt très intéressant qui rappelle que pour apprécier cette condition d'ancienneté d'1 an, admettons, vous avez un salarié, je ne sais pas, il a commencé au 1er janvier et du 1er janvier au 31 décembre, vous constatez qu'il a été en arrêt maladie pendant 2 mois, 3 mois. Et le 1er janvier de l'année suivante, il a un accident du travail. Est-ce que ça fait 1 an qu'il est chez vous? Est-ce qu'il a le droit d'avoir ces nouvelles règles plus favorables? Eh bien, la Cour de cassation vient de dire que oui, il aura le droit de bénéficier du coup de ces règles plus favorables sur la prise en charge dès le 1er jour, dès lors que les périodes de suspension, même si c'est des périodes de suspension liées à un arrêt maladie qui n'est pas d'origine professionnelle, en fait, elles ne sont pas prises en compte. Donc, on va les neutraliser, on fait comme si elles n'existaient pas. On ne va pas suspendre le délai d'ancienneté d'1 an pour pouvoir calculer la durée d'1 an. Donc, je vous donne un exemple peut-être un peu plus extrême pour bien comprendre. Si vous avez un salarié qui est rentré dans votre entreprise il y a 1 an, mais qui a été en arrêt pendant 6 mois, en fait, ça fait 1 an qu'il est chez vous, donc il a le droit d'avoir ces règles plus favorables en cas d'ATMP. Donc ça, c'est la nouvelle précision de la Cour de cassation. Donc voilà comment ça fonctionne. Pourquoi je vous parle de ça? Pour que vous puissiez comprendre les enjeux que vous allez avoir derrière sur les arrêts de travail et l'impact des arrêts de travail chez vous. Les arrêts de travail, ça coûte de l'argent.
pour l'entreprise, pour la sécu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un grand plan du gouvernement là pour un peu retravailler eh bien tous ces arrêts et notamment la sécurisation et aussi la vérification des abus en cas d'arrêt de travail. Donc les arrêts de travail sont un petit peu dans le collimateur et la prochaine règle que vous allez voir, c'est le plafonnement des arrêts de travail à partir du 1er septembre 2026. Qu'est-ce qui va se passer à compter du 1er septembre 2026? Eh bien, on va avoir un plafonnement du coup des arrêts. Plafonnement qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous faites prescrire un arrêt, le médecin, il n'a pas de limite, il n'est pas tenu par une durée maximale. Alors, il y a des recommandations qui sont données par la HAS, pardon, mais il n'est pas obligé de les suivre, donc il est assez libre dans les durées à, à mettre sur l'arrêt de travail. Donc, à partir du 1er septembre, sous réserve de la parution d'un décret qui est en cours de discussion, donc a priori c'est un bon chemin, vous aurez l'obligation, enfin les médecins auront l'obligation de respecter les durées maximales. La durée maximale, ce sera 1 mois pour un arrêt de travail initial. Alors 1 mois en sécu, on ne sait pas faire, donc ce sera plutôt 31 jours a priori. Et en cas de prolongation, un médecin ne pourra pas du coup prescrire un arrêt au-delà de 2 mois. Donc 2 mois traduit en jours, ça fera plutôt pareil 62 jours calendaires. Donc là, le projet de décret en discussion, mais il est bien parti. Et dites-vous qu'à partir du 1er septembre, vous aurez des arrêts de travail qui pourront être potentiellement plus courts. Donc, soyez pas étonnés. Pour vous, derrière, ça ne change rien concrètement. C'est plutôt pour la Sécu. L'idée, c'est de limiter un petit peu les abus sur les arrêts longs. Ce qui n'empêchera pas de sortir dans certaines circonstances de ces durées maximales. On pourra quand même sortir s'il y a des motifs légitimes. Ce qui a changé donc avec la loi, alors c'est la loi de financement de la sécurité sociale qui a modifié l'ensemble de ces éléments, même si on attend encore un décret pour que ce soit pleinement applicable, décret qui devrait paraître prochainement, peut-être en juillet. Eh bien, on a d'autres précisions qui ont été mises dans ce texte-là sur la loi de financement. Il y avait les mentions obligatoires qui ont été complétées. Alors, ça peut paraître bizarre, mais dans les mentions obligatoires de l'arrêt de travail, il n'y avait pas d'obligation d'indiquer les motifs qui justifient l'interruption de travail. Bon, les médecins le faisaient quand même, mais ce n'était pas une mention obligatoire, donc là, ça l'est devenu. Et puis, la durée de l'arrêt est maintenant encadrée. Et il y a aussi cette possibilité, même si, pareil, on voyait qu'on avait déjà un champ large pour la prescription des arrêts de travail, les chirurgiens dentistes sont expressément autorisés à délivrer des arrêts de travail. Donc, ils peuvent aussi le faire, tout comme une sage-femme peut le faire ou un médecin peut le faire. Le seul médecin qui ne peut pas prescrire des arrêts de travail, c'est le médecin du travail. Je le rappelle, lui, il est là pour vérifier l'inaptitude du salarié, mais pas du coup un arrêt de travail temporaire qui sera de la compétence de son médecin traitant. Donc voilà ce qui va se passer concrètement avec ce plafonnement des arrêts de travail, ce qui va impliquer pour vous aussi une gestion RH, un suivi des absences un peu plus accru sur la gestion des arrêts.